Moi, entre deux passages sur la ligne de front, lors de la bataille de Mossoul, j'allais voir Star Wars et je mangeais des sushis et on faisait la fête à la maison. Donc c'était une vie très particulière, très schizophrénique. Je m'appelle Wilson Fash, j'ai 29 ans et je suis correspondant au Moyen-Orient. Donc je couvre plusieurs pays, l'Irak, la Syrie, l'Israël, Palestine, parfois aussi des zones de conflit, des lignes de front, et je suis freelance, c'est-à-dire que je travaille pour différents médias. Ça n'a pas été un rêve de gosse, mais c'est vrai qu'au départ je voulais être réalisateur de cinéma, donc c'est vrai que c'est pas si loin, on raconte des histoires. Puis j'ai voulu être critique de cinéma, moi je voulais aller à Cannes à la base. Donc pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui, mais déjà quelque chose lié au journalisme. Et puis c'est vraiment quand j'ai commencé mes études ici à Bruxelles, dans une école qui s'appelle l'IEX, que j'ai vraiment compris que c'est ça que je voulais faire. Au fur et à mesure de mes années à l'IEX, je me suis de plus en plus dirigé vers le Moyen-Orient, notamment avec des stages et des travaux de fin d'études. À la base, mon intérêt n'était pas seulement sur le Moyen-Orient, je voulais notamment, quand j'étais encore étudiant, faire un stage au Sud Kivu, au Congo. Mais en fait, c'est mon école, l'IEX, qui a annulé ce stage pour des raisons de sécurité une semaine avant mon départ. Et puis là, le hasard a fait que, je crois, 2 jours après cette annulation, j'ai reçu un email du rédacteur en chef d'un quotidien libanais qui s'appelle L'Orient le Jour, qui est basé à Beyrouth. Et donc 2 jours après que mon stage soit annulé, lui me répond à un CV que j'avais envoyé 6 mois plus tôt et qui me dit, si tu veux, lundi, on a besoin de quelqu'un pour venir travailler à la rédac dans les pages culture, et c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pris un avion, j'ai débarqué à Beyrouth, et j'ai commencé à travailler pour les pages culture de ce quotidien libanais francophone, ce qui était génial parce que je connaissais pas du tout le Liban, et donc j'ai appris à connaître ce pays à travers sa culture, à travers ses artistes, ses pièces de théâtre, ses galeries, ses concerts. Donc ça, c'était extraordinaire, donc ça a été vraiment une première expérience assez magnifique dans la région. Et de là, je suis jamais vraiment parti en fait, parce que de Beyrouth, j'ai pris un avion vers Erbil, dans le nord de l'Irak. Ça, c'était en 2015, l'été 2015, donc c'était en pleine guerre contre le groupe État islamique. Et en fait, je suis resté à Erbil pendant 3 ans. Quand je suis arrivé en Irak, je connaissais rien ni personne, mais en fait, très rapidement, on rencontre des gens. Quelques heures après être arrivé, j'ai rencontré un traducteur qui aujourd'hui est devenu un collègue et un ami. Puis voilà, via certains contacts, on en rencontre plus. J'avais déjà prévu des rendez-vous avant même d'atterrir. Je travaillais aussi sur place à la base avec un photographe français, donc je n'étais pas seul. C'était quand même plus agréable, plus rassurant d'être à deux en binôme. Alors la vie quotidienne à Erbil, qui est donc cette ville kurde capitale de la région kurde d'Irak dans le nord du pays, c'est une vie à l'occidentale entre guillemets, parce que c'est une ville très moderne avec des bars, des boîtes de nuit, des restaurants, des cinémas. Donc moi, entre deux passages sur la ligne de front lors de la bataille de Mossoul, j'allais voir Star Wars et je mangeais des sushis et on faisait la fête à la maison. Donc c'était une vie très particulière, très schizophrénique. Parce que la journée c'était vraiment dur, on parle de bataille de Mossoul. Mossoul c'était la capitale entre guillemets du groupe État islamique. Et donc il y a eu une bataille très longue, 9 mois, de 2016 à 2017, pour que les forces de la coalition et l'armée irakienne puissent reprendre Mossoul des mains du groupe État islamique. Moi j'ai couvert cette bataille dans sa totalité et le reste de la guerre aussi. Donc c'était extrêmement intense, c'était extrêmement dangereux. Et à côté de ça, le soir on rentrait chez nous, à la maison, on vivait entre journalistes. Et on faisait des soirées, on faisait des repas. Et on passait du bon temps ensemble parce que c'était important aussi, cet aspect-là de la vie, pour juste pas craquer en fait. Il y a un moment précis pendant la bataille de Mossoul où j'ai vraiment cru que je ne rentrerais pas vivant. C'est un moment où j'accompagnais des forces irakiennes lors d'une mission de secours où ils allaient secourir des familles, une vingtaine, trentaine d'individus qui étaient cachés dans une cave depuis des semaines en attendant qu'on puisse les secourir parce que l'État islamique visait expressément les civils qui s'enfuyaient avec des snipers, ils les abattaient. Et donc là, on suit une mission des forces irakiennes qui vont aller secourir ces 3 familles cachées dans une cave. Et puis là, en fait, on arrive dans une école détruite, abandonnée, et l'État islamique nous entoure. Ça tire dans tous les sens, on est pris au piège. Donc là, à un moment, c'est très long parce qu'il faut que l'artillerie vienne viser les positions de l'État islamique tout autour de nous. Et puis à un moment, il faut quand même fuir. Et là, il faut traverser une route où, au bout de la route, il y a un sniper de l'État islamique qui vise tous ceux qui les traversent. Et on n'a pas le choix, c'est le seul chemin pour sortir, pour rejoindre la zone arrière. Et donc on doit courir, la première personne qui court évite de justesse une balle, c'est tac, 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 et lui se baisse et évite la balle de justesse. Et puis moi ensuite je suis le suivant, je dois passer aussi. Et là, les forces irakiennes commencent à mettre des draps à travers la route pour essayer de cacher la vision du sniper, ce qui fonctionne à moitié parce qu'il y a beaucoup de vent, donc de temps en temps le drap se lève, puis en plus j'ai un gilet pare-balles qui est hyper lourd, donc ce qui fait que quand on court, on peut tomber en avant et s'effondrer par terre. Et voilà, à un moment, je t'ai compté, 3, 2, 1, je cours, et j'arrive de l'autre côté. C'était quand même... là, je suis pas passé loin. C'est aussi les aléas du métier, c'est-à-dire qu'on le sait, on est préparé à ça, on sait où on met les pieds. C'était pas comme ça tous les jours non plus.
Mais on connaît les risques, ils sont là, et on a d'ailleurs perdu des collègues pendant cette guerre. Ça a été dangereux quand j'étais en Syrie, ça a été dangereux quand j'étais à Gaza, mais je trouve que ça a été particulièrement dangereux en Irak, pendant la guerre contre le groupe État islamique. Parce que là, en fait, déjà, les journalistes, surtout les journalistes occidentaux, étaient expressément visés. Et puis, en face de nous, on avait un ennemi avec un armada d'armes assez hallucinant. Ils avaient des drones piégés, des snipers, des mines, du gaz chimique, du gaz moutarde. Donc nous, face à ça, on faisait tout ce qu'on pouvait pour nous protéger, se protéger. On avait des gilets pare-balles, des casques, j'avais un masque à gaz aussi, trousse de premier secours. J'avais fait des formations journalisme en zone de crise, formation de soins de premier secours. On travaillait aussi, on était ce qu'on appelle dans le milieu embed avec les forces irakiennes, c'est-à-dire qu'on les accompagne sur la ligne de front, parce qu'on ne peut pas être seul évidemment sur la ligne de front. Il faut être bien entouré. C'était extrêmement dangereux. J'ai pas vécu de situation aussi compliquée, sauf peut-être l'offensive de la Turquie dans le nord de la Syrie. Ça, c'était en octobre 2019. Parce que pour nous, à la fois, le danger, c'était les avions turcs, les cellules dormantes de l'État islamique, et puis le retour du régime syrien aussi, qui s'était redéployé pendant cette confusion. Et pour nous, le régime syrien, c'est hyper dangereux parce qu'on peut être kidnappé et finir dans des geôles et ne jamais être retrouvé. Bon, il n'y a pas d'études, j'ai pas fait un master en journalisme de guerre, ça n'existe pas. Mais l'expérience fait qu'on apprend et puis on gère sa peur. C'est pas qu'on n'a pas peur, c'est qu'on la gère. C'est pas forcément facile pour mes proches de savoir que je fais ce métier-là. Après, c'est marrant parce qu'au début, ils voulaient pas du tout que j'aille en Irak la première fois. J'avais 22 ans, on était dans un pays en guerre contre l'organisation terroriste État islamique, c'était pas rien. Et ils voulaient pas que j'y aille, et pourtant, ils m'ont prêté 1 000 $ pour que je puisse payer l'avion, les frais sur place, le traducteur. Donc à la fois, ils avaient peur pour moi, ils voulaient pas que je le fasse, et en même temps, ils m'ont soutenu. Et ensuite, je les ai remboursés au fur et à mesure des reportages que je vendais sur place. Quand même, ça, je leur en suis extrêmement reconnaissant. Et puis maintenant, ça c'était il y a quasiment 7 ans. Donc maintenant, quand je retourne en Irak, à Mossoul ou à Bagdad, ils n'en ont rien à faire. C'est retour à la maison, pour eux, ça fait rien. Même la Syrie, ça les inquiète plus. Par contre, quand j'étais en Afghanistan, ils étaient terrorisés. Et puis finalement, maintenant, après 3 semaines sur place, ils ont arrêté de s'inquiéter, maintenant je vais y retourner. Et voilà, eux aussi s'habituent à ça. En Afghanistan, c'était compliqué, c'était très paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, les talibans nous ont accueillis, entre guillemets, nous donnaient des permis de travail, et d'autres moments où c'était extrêmement tendu, notamment pendant les manifestations que des groupes d'hommes et des groupes de femmes menaient contre leur nouveau régime. Des gens extrêmement courageux qui descendaient dans la rue et clamaient haut et fort leur rejet du pouvoir taliban. Et là, c'est vrai que c'était tendu. Il y avait beaucoup de tirs de sommation qui étaient tirés en l'air. Moi, à un moment, je vais à une manifestation et je suis violemment pris à partie. Je suis dégagé par l'un des commandants talibans qui ne veut pas que j'interviewe une jeune manifestante. Quand je suis retourné à une manifestation 2 semaines plus tard, là, je me suis pris une baffe par un commandant taliban, ce qui n'est rien de très grave, mais ça signifiait que je ne pouvais pas rester là pour couvrir cette manifestation parce que ça devenait violent. Et puis à un moment aussi, je logeais à l'hôtel, et quand je suis revenu après une manifestation, j'ai constaté qu'il y avait plein d'impacts de balles dans ma chambre. 2 tirs de rafale à travers la vitre qui ont atterri dans le plafond juste au-dessus de mon lit. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, il y avait de la poussière partout dans ma chambre, je me suis dit mais c'est dégueulasse ici, j'ai pas compris. Seulement après que j'ai vu les traces d'impact, et en fait ça, apparemment, ce que m'ont dit des collègues et le manager de l'hôtel, c'est un combattant taliban qui, dans la rue, a visé un journaliste qui se trouvait à l'étage juste au-dessus du mien, parce que depuis sa chambre, il filmait une manifestation qui avait lieu dans la rue. Donc ce qu'on en a compris, c'est que ce combattant taliban avait expressément visé des journalistes et avait aspergé la façade de l'hôtel avec une rafale de Kalachnikov. Depuis le début de cette guerre, en 2001, les journalistes ont été sur place, ont couvert ce conflit pendant 20 ans. Moi, en l'occurrence, c'était la première fois. J'avais prévu de me rendre en Afghanistan, ça faisait des mois que je prévoyais ce voyage, et d'arriver avant les talibans. Finalement, eux ont avancé et ont gagné beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc finalement, la première fois que je suis arrivé à Kaboul, c'était sous les talibans. Je n'ai jamais connu l'Afghanistan et Kaboul sous un autre régime que le régime taliban. Donc ça, c'était déjà assez particulier. Mais quoi qu'il arrive, c'est important de le faire, c'est important de le raconter. C'est important à documenter pour plein de raisons, parce que c'est historique et parce qu'il faut aussi cette pression-là sur les talibans qui, eux, veulent montrer un nouveau visage, communiquent beaucoup, ils le font plutôt bien, veulent dire qu'ils ont changé, ont besoin d'un soutien de la communauté internationale, veulent une reconnaissance internationale. Et donc c'est très important pour les journalistes d'être là et de documenter leurs abus pour leur mettre la pression, leur montrer on est là, on vous observe. Je pense que quand on est un journaliste sur un terrain de guerre et qu'on couvre un conflit,
Il faut montrer les aspects les plus terribles de la guerre, les blessés, les morts, les enterrements, les vies brisées. Et puis à côté de ça, il faut aussi montrer cette race d'humanité, un peu de lumière, des gens. Je me rappelle pendant la bataille de Mossoul, à un moment, je vais dans une université et ils fêtaient la Saint-Valentin, ils avaient acheté des gâteaux, et il y avait plein là de jeunes femmes et d'hommes qui passaient un bon moment alors que la ligne de front était à 5 km. Un jeune qui veut devenir grand reporter, je dirais. Mon premier conseil, je dirais, c'est de ne pas surestimer à quel point c'est difficile, dans le sens que vu de l'extérieur, ça paraît impossible, ça paraît extraordinaire, ça paraît dangereux, et en fait ça l'est pas. C'est quasiment un métier comme un autre. Ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend à l'école, ça s'apprend auprès de confrères et de consoeurs plus expérimentés. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à oser, tout simplement. D'y aller petit à petit, il n'y a pas d'urgence. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. D'abord Chypre, puis le Liban, puis l'Irak, au fur et à mesure. Et en Irak, j'ai pas fait de front avant un an, je crois. Ça faisait déjà un an que j'étais sur place avant de vraiment avancer et de prendre plus de risques. C'est un métier qui peut être difficile, c'est un métier qui peut être précaire, mais c'est un métier qui est absolument magnifique aussi. Et je pense que si on a cette passion-là, il ne faut pas hésiter.